Les matières grasses, très bien. Il y a les saturés, il y a les polyinsaturés. Les saturés, il en faut, mais doucement. Voilà. Parce qu'elles ont un côté inflammatoire. Et surtout, en fait, elles sont délétères associées à une alimentation en glucides. Ça, c'est vraiment là qu'il y a un biais cognitif. C'est-à-dire que ces matières grasses saturées, on les a incriminées en se disant « ouais, il ne faut pas désaturer, il faut des polyinsaturés ou des insaturés ». Pas désaturer parce que c'est pas bon, ça va créer dans le sang plein de problèmes. Non, ce qui crée le problème, c'est la présence de ces matières grasses associées à un surplus de glucides. C'est l'association des deux qui crée le problème. Voilà. Et c'est d'ailleurs, entre autres, le problème du cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, vous savez. Alors là, c'est un grand classique. Vous allez avoir, plus vous allez vieillir, plus votre LDL il va monter. Et plus votre médecin va vous dire « Ouh là là, il va falloir que je vous mette sous statine, parce que votre LDL il est en train de monter. » Sauf que le médecin, il y a un truc qu'il ne regarde pas. C'est ce qui pose problème, c'est pas le LDL, c'est le LDL qui est oxydé par les glucides. Voilà. Et ça, il ne le vérifie pas. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'un LDL qui augmente avec l'âge, c'est pas un problème. Un LDL oxydé, c'est un problème. Et c'est vrai que j'en parle aux médecins, je leur dis ça, et on arrête de discuter parce qu'ils me disent non mais nous on a un protocole, si on ne respecte pas le protocole, on a l'ordre des médecins derrière, et quand l'ordre des médecins nous dit qu'on n'a pas fait le protocole, on a des soucis. Et le débat s'arrête. Donc c'est à chacun un petit peu d'aller chercher l'information et de ne pas paniquer quand on a des LDL qui sont un peu hauts. C'est pas forcément un problème. Voilà. Par contre, c'est plus un problème d'avoir des HDL bas. Vous savez, ce qu'on appelle le fameux bon cholestérol. Celui-là, quand il est trop bas, effectivement, il y a un souci. Et s'il est très haut, le bon cholestérol, mais vraiment haut, c'est un problème aussi. C'est un problème aussi. Ouais, ouais. En fait, c'est toujours l'histoire de l'homéostasie. Notre corps, il fonctionne sur le principe de l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il a des fourchettes dans lesquelles le vivant fonctionne bien. En dehors de ces fourchettes, en amont, en aval, il y a un dysfonctionnement qui peut se mettre en place. Donc c'est aussi le cas pour un HDL trop. Voilà, je vous ai mis donc quelques exemples de matières grasses saturées sur lesquelles on fait attention. Viande, charcuterie, c'est là où effectivement le beurre, alors on peut en prendre, mais on ne mange pas la tablette. Mais on le sait, mais c'est comme. De toute façon, ce n'est pas des aliments qu'on a envie de manger en quantité, ça. Non. Donc, mais par contre, régulièrement, en petite quantité, c'est très bien. Voilà. Je vous ai mis aussi la graisse de coco. Alors, la graisse de coco, il y a une polémique entre les spécialistes. Donc, je vous le dis. Moi, je n'ai pas la réponse. Il y en a qui vous disent pas de graisse de coco trop riche en oméga 6, on verra après. Et il y en a d'autres qui vous disent la graisse de coco, c'est une graisse super intéressante. Malgré le fait qu'elle soit riche en oméga 6, parce qu'elle a d'autres intérêts au niveau de la richesse métabolique. Bon, le débat n'est pas clos. Par contre, la graisse de palme, ça, ils sont tous d'accord pour dire que ça ne le fait pas. Et l'huile d'arachide, dans les saturés. Alors, l'huile d'arachide, je ne suis pas certain qu'elle soit dans les saturés. Je ne l'ai pas mis en dessous. Non. En tout cas, je pense pas qu'elle soit dans les saturés, mais en tout cas, au niveau oméga 6, comme la tournesol, elle est beaucoup trop élevée. D'accord. Donc, on va voir après l'équilibre de la balance oméga 6 et oméga 3. C'est surtout la cuisson, quoi. J'ai vu que l'huile d'olive était bien et que l'huile d'arachide aussi, elle pouvait être bien, mais... ouais, alors l'arachide encore, oui, mais pas l'huile de tournesol. Ok. Ouais. Donc, les insaturés, les polyinsaturés, celles-ci, effectivement, on se rend compte que généralement, c'est là que les gens n'en prennent pas assez. Ouais. Et elles sont très intéressantes. Alors, souplesse membranaire, c'est un truc tout bête. Mais le sang, il circule pour aller dans les cellules. Il faut qu'il alimente les cellules, parce que les cellules, il faut qu'elles reçoivent l'oxygène qui est présent dans le sang. Il faut qu'il rentre, qu'il pénètre dans les cellules, donc dans les membranes des cellules. Et pour que ça pénètre, que ça fonctionne comme il faut que la membrane cellulaire soit souple. Voilà. Sinon, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'hémolyse, c'est-à-dire la cellule se casse par manque de souplesse. Voilà. Les phénomènes d'hémolyse, en fait, ce sont des phénomènes qui, quand
quand ils arrivent à un degré très très fort, ce sont les phénomènes qui sont responsables de ce qu'on appelle la mort subite du sportif. Voilà. Et oui. C'est trop triste. Et, voilà, c'est rare, mais vous l'avez déjà entendu là, parce que ça fait toujours le truc des médias. En fait, on s'est rendu compte que chez les gens sportifs de haut niveau, qui ont un gros entraînement, qui montent à des intensités élevées, si ils ont un gros déséquilibre en acide gras et du coup sur le long terme une grosse rigidité membranaire, il y a beaucoup d'hémolyse et au bout d'un moment, il y a des phénomènes qui mettent le cœur en désynchronisation et il y a arrêt cardiaque direct. Alors, on est d'accord, c'est pas notre réalité nous, hein. Mais cette explication, elle a été très étudiée, très documentée, et ce qu'on peut en retenir, nous, c'est pour le commun des mortels, c'est que la souplesse membranaire de nos cellules, c'est fondamental. Et ça passe par un bon équilibre en graisse saturée et insaturée, polyinsaturée. S'il n'y a pas un bon équilibre, s'il y a trop de saturé, trop de graisse inflammatoire, il y a un risque. La lipolyse, ces graisses-là, on va voir un petit peu plus loin, favorisent la lipolyse, c'est-à-dire ce sont les phénomènes qui permettent l'ouverture des stocks. On a des cellules qui stockent nos réserves énergétiques sous forme de gras triglycérides. Elles sont rentrées, très bien, il faut qu'elles puissent sortir. C'est les phénomènes de lipolyse. Et il faut, pour que ça fonctionne, il faut des apports, ce que je vais dire après, en oméga 3. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Du coup, on arrive sur un truc complètement instinctif, qui n'est pas du tout instinctif, qui est qu'il faut manger du gras, des oméga 3, pour maigrir. Le déficit en oméga 3 empêche l'amaigrissement. Inflammatoire, voilà, référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que plus on s'enflamme, plus le système immunitaire s'active et plus sur le long terme, on a des soucis. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de matières grasses à côté qui sont intéressantes dans ce sens-là. Donc, bien sûr, l'huile d'olive, vierge, bio, colza, lin, noix, cameline. Alors, colza, lin, noix, cameline, j'aurais tendance à dire avec parcimonie, parce que là aussi, il y a un débat. Il y en a qui vous disent c'est indispensable, il y en a qui vous disent attention, c'est pas idéal parce qu'elle se métabolise mal. Bon. Peut-être que dans 4-5 ans, 10 ans, ils auront fait le tri, ils sont tous mis d'accord. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se dire l'huile d'olive, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une super huile. Voilà. Les autres, en petite quantité, à mon avis, il n'y a pas de souci, mais pas à la hauteur de l'huile d'olive. Alors ça veut dire que quand par exemple moi je fais ma sauce vinaigrette, je pensais que la colza était bien. Donc je mettais moitié olive, tout à fait, et beaucoup de colza. Donc c'est moyen. Il vaut mieux l'inverse. D'accord. Il vaut mieux réduire en colza, par précaution. On va attendre qu'ils se mettent d'accord, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi souvent j'aurais tendance à dire, en termes de volume, une cuillère à soupe d'huile d'olive avec une cuillère à café de colza, c'est pas mal. Colza, lin ou noix ou cameline. De toute façon, en termes de goût, olive, c'est quand même bien mieux. Hein. Oui, les autres, c'est un peu spécial. Hein. Oui, Noix, c'est bon. Noix, c'est pas pareil. Noix, c'est pas pareil. Noix, c'est bon. Ouais. Cameline, c'est. Et ces huiles-là, colza, lin, noix, cameline, si vous voulez profiter de leur bénéfice au maximum, c'est petit conditionnement. Donc 50 centilitres maximum, truc opaque et au réfrigérateur. Parce qu'elles sont toutes plus ou moins riches en vitamine E, qui est une vitamine qui est extrêmement fragile à température ambiante et à la lumière. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il faut avoir des petits conditionnements parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, elle disparaît. Voilà, l'avocat, aliment magnifique. Problème environnemental, par contre, on est d'accord. Donc là, il faut trouver l'équilibre aussi. Voilà. Les oléagineux, super intéressant. Et bien sûr, les fameux poissons gras. Pour le rapport en oméga 3, on va voir après l'intérêt des oméga 3. Et les œufs aussi. Les œufs, c'est des acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés, plein de trucs. C'est du cholestérol. Dans l'œuf, il y a tout. C'est vraiment un aliment, par définition, où il y a toutes les matières grasses intéressantes. Voilà. Et bien sûr, vous allez l'entendre, donc je l'ai dit avant, hein, ouais, mais dans les œufs, ça fait du cholestérol.
Bon, je vous ai expliqué l'histoire du cholestérol, avec l'histoire du cholestérol oxydé qu'il faudrait connaître, mais surtout, dans notre corps, qu'est-ce qui fabrique le cholestérol? Le foie. Voilà. Le foie fabrique du cholestérol. La part du cholestérol en lien avec l'alimentation, elle est bien inférieure aux quantités de cholestérol que fabrique le foie. Pourquoi? Parce que le cholestérol est indispensable et que le foie c'est le patron. Le foie, il sait qu'on a besoin de cholestérol. Donc, moins vous mangez d'œufs ou de trucs comme ça qui contiennent du cholestérol, plus votre foie en génère. Parce que le corps en a besoin. Et il va se débrouiller pour en faire. Il y a au moins 50% du cholestérol qui est fait de façon endogène par le foie. Donc arrêtons d'avoir peur du cholestérol. Posons-nous plutôt des questions, comme après, des glucides et des quantités de glucides qu'on ingère et qui vont oxyder le cholestérol, entre autres, et oxyder les protéines, etc. Allez, tchouk. Voilà, alors ça c'est une règle d'or dans une alimentation équilibrée. C'est une règle d'or. Vous entendez bien sûr des gens qui vous expliquent qu'il faut manger équilibré. Alors, je leur dis, ok, il faut manger équilibré, donc je mange comme ça. Bon. Et des fois un petit peu d'humour, ça fait tomber les façades. Bon, une alimentation équilibrée, ça veut tout rien dire. On parle de quoi? Voilà. S'il y a une chose qui doit être équilibrée dans notre alimentation, c'est ça. C'est l'équilibre entre la balance, ce qu'on appelle la balance des oméga 6 et des oméga 3. Donc oméga 6, oméga 3, ce sont des matières grasses, des acides gras. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant? Mais alors tout le monde est d'accord, dans nos sociétés, dans nos façons de manger, nos habitudes alimentaires, on a environ l'équivalent de 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Alors que si on veut qu'il y ait un équilibre, il faut entre 3 et 5, et souvent plutôt 3 que 5, oméga 6 pour 1 oméga 3. L'équilibre, il est là. Donc on est au moins 5 fois trop chargé en oméga 6. Et c'est ça qui génère des troubles de santé sur le long terme. Ça, c'est la base. Et c'est pour ça que, en fait, la gestion des matières grasses dans notre alimentation, c'est diminuer le plus possible les matières grasses qui sont de type oméga 6, voilà, et remonter le plus possible les matières grasses de type oméga 3. Donc, autrement dit, diminuer les matières grasses, ne pas les éliminer, mais diminuer les matières grasses qui sont plutôt de type viande, fromage, et beurre et crème, surtout les viandes rouges, voilà, des choses comme ça. Et augmenter, si on reste sur les matières grasses animales, et augmenter les poissons, et surtout les poissons gras, puisqu'ils sont riches en matières grasses, augmenter plutôt les œufs, parce que les œufs sont bien équilibrés. Et surtout, alors là, c'est vraiment une logique qu'il faut avoir en tête. Hein, pourquoi on est arrivé à ce déséquilibre-là, alors qu'avant, les gens ne se posaient pas de questions, ils n'avaient pas de déséquilibre. Voilà. Simplement parce que la quantité d'oméga 3 dans une chair, qu'elle soit une viande ou un poisson ou des œufs ou dans les sous-produits animaux, elle est directement indexée à ce qu'a mangé l'animal. Et pourquoi les poissons gras sont riches en oméga 3? Parce que les poissons gras, ils ne sont pas nourris de façon industrielle. Ils sont nourris de façon sauvage. Et en fait, quand vous avez des animaux qui se nourrissent de façon sauvage, vous avez des animaux qui, naturellement, dans leur chair et dans leur lait, quand ce sont des animaux qui font du lait, vont avoir des matières grasses riches en oméga 3. C'est l'alimentation sauvage qui permet ça. Si je vous le dis de façon très concrète, quand je vous dis limiter les viandes, un fin gras du mésin, non. Parce que le fin gras du mésin, il respecte cette charte. Voilà. Si je vous dis limiter les fromages, un Beaufort ou un comté d'alpage, bien sûr que non. Il est riche en oméga 3. Parce que les bêtes, elles ont goûté sauvage. Voilà. Mais
d'un autre côté, c'est pas l'alimentation principale, enfin, c'est pas les aliments les plus nombreux qu'on trouve, ceux-là. Hein. Voilà. Donc, il existe, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, mais ça reste encore confidentiel, un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Et ce label-là, c'est un label qui imite, alors c'est de l'élevage, mais qui imite l'alimentation naturelle. Et comme vous avez des œufs bleu blanc cœur, des produits laitiers bleu blanc cœur, des viandes, alors souvent des viandes blanches bleu blanc cœur, ce sont des aliments riches en oméga 3. Voilà. Et donc, du coup, ça vous évite de toujours manger des sardines ou des maquereaux. On vous dit, les sardines ou des maquereaux, j'en ai marre. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc important. Et c'est pas, pour le moment, c'est la communication là-dessus, elle se fait peu. Voilà, donc ce déséquilibre qui est vraiment structurel dans nos sociétés, c'est inflammation chronique, troubles métaboliques, maladies cardiovasculaires, difficulté d'amaigrissement, malgré la réduction calorique. Voilà, ça c'est pour, ça, je vous ai mis ça simplement pour faire un pied d'appel pour la prochaine conférence. Comment grossir cet été. Je vais vous expliquer que, voilà, que c'est pas une histoire de calories. Que si vous voulez grossir, donc si vous voulez maigrir aussi. Ça, cresson, mâche, courtier, voilà, chou, mais cresson, mâche, courtier, hyper riche en oméga 3. Voilà. En plus, ça a bon goût, quoi. Bleu blanc cœur parce que c'est français, donc bleu blanc, voilà. Et cœur parce qu'en fait, c'est prévention des maladies cardiovasculaires. Voilà. Ok. Et en fait, il y avait plus de lin. Voilà, c'est ça. Ah, c'est la base, c'est on enrichit en lin. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le lin, c'est riche en oméga 3. Donc, après, c'est le minimum. Ils peuvent faire mieux. Il y a certains... moi, par exemple, j'ai l'habitude de prendre mes œufs à un producteur d'Issingeau, enfin, qui est sur le marché d'Issingeau, du Puy, etc., qui fait des œufs bio, tout ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu prends pas, tu te mets pas sous un label de blanc cœur? Et il me dit, moi, mes poules, elles bouffent ce qu'elles veulent, quoi. Je vais pas encore m'embêter avec ça. Je lui dis, ouais, voilà. Mais il a raison. Mais il a raison. Et puis, il va le bah oui, voilà. En fait, il faut avoir ce discernement. Mais là, même question qu'avec Yuka, c'est-à-dire qu'à un certain niveau d'analyse, voilà, on n'a plus trop besoin de se fier à des labels. On sait ce qu'on cherche. Les labels, ils sont là pour aider les gens qui n'ont pas trop envie de se poser de questions. Voilà. Mais c'est sûr que voilà, vous avez le voisin qui fait des œufs, les poules, elles courent de partout, de temps en temps elles sont mangées par le renard ou la martre ou je sais pas quoi. Ces œufs-là ont des oméga 3, c'est sûr. Ils ne sont pas labellisés. Ni bio, ni bleu blanc cœur, ni rien. Si on peut chauffer le renard. Après, vous pouvez manger le renard qui a mangé la poule. Après, cette cuisine, on voit tout de suite quand c'est des œufs de qualité. Et ouais. Alors, on a bien fait le point avec les gras, avec tout ce qui est gras. On passe au sucre. Le problème avec les sucres, c'est que déjà, il y a une confusion sémantique quand on parle sucre, chez tout le monde. Moi, le premier d'ailleurs, et pourtant, je suis spécialiste. Voilà. Mais on emploie le mot sucre. De temps en temps, on parle de quelque chose qui a un goût sucré, et de temps en temps, on parle des glucides. Voilà. Et en fait, là, on génère une confusion. Et il faut essayer. Alors, c'est pas simple parce que spontanément, on l'a fait. Hein, mais les glucides sont des sucres, ouais, certes, mais c'est pas forcément des sucres qui ont tous un goût sucré. Donc, il faut bien. C'est pour ça que j'ai cette diapo. Quand on parle sucre, il faut se donner comme convention qu'on parle d'aliments qui ont un goût sucré, confiserie, jus de fruits, etc., miel, soda, dessert. Quand on parle glucides, voilà, on va parler de tous les sucres, donc ceux qui sont là, qui ont un goût sucré, et des autres. Donc les légumes, les légumineuses, les céréales, le pain, les féculents, etc. Ok, voilà. Si on ne fait pas cette mise au point, il y a forcément une confusion dans les esprits. Donc, vous m'arrêtez quand vous sentez que je pars en confusion, parce que des fois, je le fais comme tout le monde, spontanément. Hop. Parlons glucides. Et, si on parle glucides, on parle glycémie. C'est-à-dire le résultat de l'ingestion des glucides
dans notre corps, c'est-à-dire du taux de glucose dans le sang. Parce que quand on va ingérer, ça va finir par arriver dans le sang, et dans le sang, il va y avoir du glucose. Voilà. Quels que soient les glucides qu'on a pris. Alors, on a des glucides qui provoquent une forte, qui ont une forte charge glycémique. Alors moi, je parle de charge glycémique et pas d'indice glycémique. Parce que l'indice glycémique n'a rien de factuel. Voilà. Concrètement, fonctionnellement, c'est la charge glycémique qui importe. Je fais un petit rappel. Là, quand vous entendez parler d'indice glycémique, c'est anciennement, vous savez, on parlait de sucre lent, sucre rapide. Alors déjà, confusion entre sucre et glucides. Voilà. Et puis après, lent, rapide, c'est une erreur. C'est pas une histoire de lent ou de rapide. Ce qui importe, c'est dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des glucides qui font que la glycémie va monter d'un coup, va monter un pic, et on a des glucides qui vont faire en sorte que la glycémie monte tout doucement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice glycémique. Sauf que l'indice glycémique, il n'est pas simplement lié à l'aliment lui-même, il est lié à l'aliment et à la quantité d'aliment. Les deux. Si je vous le dis autrement, si vous prenez par exemple une pastèque, l'indice glycémique, il est très élevé. Vous allez vous dire, voilà, il ne faut pas que je mange de la pastèque. Mais la charge glycémique d'une pastèque, c'est que dalle. Parce qu'une pastèque, c'est rempli d'eau. Ok? Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est la charge glycémique. C'est-à-dire la quantité de glucides multipliée par l'indice glycémique. Ça, ça a du sens. Autre chose, si vous prenez par exemple un féculent froid ou une céréale complète qui a un indice glycémique plutôt bas, mais que vous en mangez 3 kg, la charge glycémique, voilà, elle est indexée à la quantité. Et là, on peut se reposer la question. Vous voyez le truc? Donc, voilà, intéressez-vous aux charges glycémiques des aliments, pas aux indices. Ok? Voilà. Alors, ceux qui provoquent les aliments côté gauche, qui provoquent une forte charge glycémique, je les ai listés. Déjà, tous ceux qui ont goût sucré, plus les céréales et les pains raffinés. Alors là, je vous renvoie à ma première conférence. Hein. Ok? Voilà, sur les pains raffinés, etc. Donc, raffinés, on a enlevé les fibres. Ok? Et les féculents trop cuits aussi. La cuisson modifie l'indice glycémique des aliments. Et ceux qui ont une faible charge glycémique, eh ben, on a les fruits entiers, parce qu'effectivement il y a beaucoup de fibres, donc ça temporise l'indice glycémique. Les légumes, les légumineuses, les céréales et les pains quand ils sont complets, parce que pareil il y a des fibres, donc ces fibres temporisent l'indice glycémique, voilà. Et les féculents refroidis. On s'est rendu compte que par exemple une pomme de terre que vous avez fait cuire et que vous mangez bien chaude, elle n'a pas le même indice glycémique que la même pomme de terre le lendemain, 24 heures après, qui était dans le frigo. Voilà. Donc il n'y aura pas le même effet au niveau de votre glycémie dans le sang. Voilà. Donc, ok, on a ces deux catégories, très bien, super. Les deux, vous avez vu, ils sont indispensables. Mais c'est contextuel. Hein, on est d'accord? Indispensable des deux côtés. Ceux qui ont une forte charge glycémique, ils sont indispensables en cas d'effort physique. Voilà. Mais vraiment, hein, voilà. N'hésitez pas, quoi. Voilà. Là, ça le fait. On est d'accord, à vélo, tu peux y envoyer, quoi. On peut bouffer du naturel. Voilà. Ça va être indispensable, notamment parce que il y a un besoin rapide de réalimenter le corps en permanence en sucre. Hein. Sinon, il va y avoir des phénomènes de perte d'énergie, mais c'est aussi indispensable pour votre système immunitaire, parce que quand on fait un effort intense et qui dure, on met le système immunitaire à l'épreuve, et autre chose qui est extrêmement subtile, ça va être indispensable pour ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie-reperfusion. Alors quand on a dit un mot comme ça, on est champion du monde, et les gens ils vous regardent, ils disent ischémie, reperfusion, à vos souhaits, ok. Simplement ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand on fait un effort physique, on a
les muscles qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, et cet oxygène, le corps, il le comprend, cet oxygène, il part essentiellement dans les muscles au détriment des viscères, et notamment au détriment, entre autres, de la paroi intestinale, des intestins. Ok? Sauf que quand on arrête cet effort-là, il y a inversion de ce système, c'est-à-dire qu'il y a suroxygénation des viscères et sous-oxygénation des muscles, puisque les muscles sont au repos. Et cette suroxygénation des viscères crée donc ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ouais, encore un autre mot, hein. C'est pas compliqué, c'est un bombardement d'ions en lien avec l'oxygénation qui est intense. Et ce stress oxydatif, il y a un organe qui ne peut pas l'assumer de façon physiologique, qui ne peut pas s'y adapter, c'est notre paroi intestinale. Parce que notre paroi intestinale, elle est reconstituée tous les 3 ou 4 jours. Et ça, c'est un phénomène de survie. Parce que si on bouffe une saloperie, voilà, si notre paroi intestinale ne se vide pas et ne se reconstitue pas, on serait tous morts. Voilà. Donc notre paroi intestinale, quel que soit notre âge, c'est une paroi intestinale de nourrisson de 3 ou 4 jours. Donc elle ne peut pas s'adapter au stress oxydatif lié à ce phénomène de d'ischémie-réperfusion. Voilà. Et là, vous me dites, eh ben zut alors, comment on fait? Eh ben on bouffe du sucre pendant l'effort. Parce que c'est les glucides qui temporisent ce phénomène d'ischémie-réperfusion qui est en lien avec un effort intense. Pendant, et dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, c'est-à-dire la fenêtre métabolique, elle va être, on va dire, entre une demi-heure et 6 heures, voire plus, selon l'intensité et la durée de l'activité physique qu'on a eue. Vous prenez par exemple l'exemple du... 6 heures après. Une demi-heure avant, tu veux dire? Après. Fenêtre métabolique, c'est après. C'est vraiment après. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes adaptatifs après l'effort. Le corps, il a son intelligence. Et quand on a compris son intelligence, tout est clair. En fait, c'est valable pendant un effort qui dure plus d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure, c'est pas la peine. Voilà. Ok. Plus d'une demi-heure, c'est valable. Voilà. Et surtout, s'il y a une forte intensité. Et deuxième chose, et dernière chose, parce que je vous ai dit, système immunitaire qui est impacté. Hein, quand il est impacté, on a ce qu'on appelle zéopoimmunophénoménol, c'est-à-dire le phénomène de la fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a fabrication de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, et cette hormone, elle abaisse le système immunitaire. Voilà, le système immunitaire, il y a répression du système immunitaire. Ça, c'est typique des phénomènes d'intensité et de durée longue dans les efforts. Voilà. Donc, il y a ce phénomène d'ischémie-réperfusion. Et troisième phénomène, c'est mon déficit de glucose, il n'y a pas capacité pour le corps d'anaboliser, donc c'est-à-dire de faire du muscle. Parce que l'anabolisme, voilà, il se fait en présence d'insuline. Voilà. L'hormone qui permet d'anaboliser, la première, c'est l'insuline. Donc, déficit en sucre fait que pendant la fenêtre métabolique, après, il n'y aura pas sécrétion d'insuline. Donc, on ne va pas anaboliser. Et comme pendant l'effort, pendant un effort, on ne peut pas anaboliser, on peut que cataboliser. Sur le long terme, on catabolise tout le temps. Et quand on catabolise tout le temps, c'est le début de la catastrophe. Et puis l'objectif pour un sportif, c'est d'anaboliser, de faire un muscle qui soit efficient. Ok. Donc vous voyez, ce truc-là, certes, c'est vraiment un lien avec l'activité physique et a fortiori pour les sportifs, mais c'est aussi quelque chose qui va être délétère, voilà, si on n'est pas en activité sportive. Voilà. Sinon délétère, surtout associé aux graisses. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que les graisses trans, le cholestérol, les phénomènes d'oxydation qu'il y a avec les sucres, ben là, ouais, on a des phénomènes chimiques dans le corps qui sont délétères. Alors, on va vers les trucs classiques, c'est le diabète de type 2, c'est la stéatose hépatique, autrement dit la cirrhose. Voilà. La résistance à l'insuline, donc un phénomène où on perd la sensibilité de l'insuline. Quand on perd la sensibilité de l'insuline, c'est fini, quoi. On a beau manger correctement, faire tout correctement, le corps,
il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Il faut retrouver une sensibilité. Du coup, tout ça, ça génère une surcharge pondérale, du mauvais cholestérol parce qu'il est oxydé, etc., etc. Donc vous voyez le sucre. Ces sucres-là, c'est contextuel. Mais il ne faut pas dire aux gens de ne pas en prendre. Moi, il y a un moment, j'ai failli exploser et faire un diabète de type 1 parce que j'en prenais plus, quoi. Et que je faisais des efforts de dingue. Et je pense que j'en ai encore pas mal de reliquats au niveau métabolique. Il y a encore des grandes fragilités. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les autres là. Et ceux-là, ils sont indispensables au quotidien. Indispensables au quotidien. Voilà. Parce qu'ils sont antioxydants, parce qu'ils sont très nutritifs. Minéraux, vitamines qui là sont hydrosolubles, très biotiques, donc nourrissent votre flore intestinale, notamment les légumineuses qui, quand elles sont synthétisées par le métabolisme, sont transformées en butyrate, qui est un acide gras chaîne courte, ce que adore notre microbiote. Je vous ai parlé des acides gras chaîne courte pour les produits laitiers de type brebis-chèvre, mais pour les gens qui ne mangent pas ces produits laitiers-là, les légumineuses, ça marche aussi. Voilà. Les céréales et les pains complets, les féculents. Donc c'est nutritif, c'est antioxydant, donc contre le stress oxydatif, donc contre le vieillissement des cellules, indispensable. Et c'est alcalinisant. Alcalinisant, c'est-à-dire que ça rabaisse l'acidité du corps. Un phénomène fondamental, en plus quand on fait du sport. Parce que le sport, lui, c'est acidifiant. En fait, vous avez une activité sportive, c'est acidifiant. Derrière, vous ne mangez pas des aliments comme ça, vous acidifiez de plus en plus votre corps. Et plus vous acidifiez votre corps, plus vous allez vers l'ostéoporose. Parce que votre corps, lui, quand le sein il arrive à un certain degré d'acidité, il y a un risque vital. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va casser de l'os. Et en cassant de l'os, il fabrique du calcium. Le calcium, il le remet dans le sang et le calcium est extrêmement basifiant. Voilà. Donc le corps, il préfère que vous vous cassiez une jambe plutôt que de mourir par phénomène d'acidification du sang. C'est, vous savez, ces fameuses fractures de fatigue. C'est ça. Ok. Bon, le sel, ça va être plus rapide. Bon. Déjà, ce qu'il faut arriver à comprendre, vous voyez, c'est que effectivement, le sel, quand on en prend trop, il y a des soucis, notamment au niveau de la tension, entre autres. Bon, certes. Sauf que le sel, dans notre ration alimentaire, qui provient de la salière, celui qu'on rajoute de la salière, c'est 11% du sel. Le reste, il vient d'où? Du fameux bliss point. Ok? Vous vous rappelez du bliss point, vous ne l'avez pas oublié, lui? Voilà, super. Et ben voilà. Donc, c'est vrai que se préoccuper du sel, oui, mais se préoccuper du sel, c'est éviter l'alimentation issue de produits industriels transformés, ultra transformés. Voilà. Et après, si vous avez envie de saler un petit peu avec votre salière, parce que vous préférez que c'est un petit peu goût salé, ouais, ça va. Vous n'allez pas mettre en péril l'affaire. Ok? Voilà. Bon. Si, pour une raison ou pour une autre, il y a trop de sel, et dans votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Le sel, donc le sodium, voilà, vous avez 1 gramme de sel en trop dans votre corps, c'est 60 grammes de calcium dans les urines. En fait, le calcium et le sodium, ils ont les mêmes récepteurs, les mêmes systèmes ils utilisent les mêmes réseaux, on va dire, dans l'organisme. Je ne trouve pas le nom, je ne sais pas. Voilà. Sauf que le sodium, lui, est dominant. Donc, l'organisme, il va, quand il y a vraiment trop de sel, il va fonctionner en éliminant le calcium. Voilà. Et à cette hauteur-là. Donc, ce qui fait que, je mets ça, en fait, simplement parce qu'on a vraiment un problème
de compréhension dans les alimentations, dans les aliments de collectivité. Vous avez souvent, je vais prendre les EHPAD, c'est assez classique, voilà, qui vont utiliser pas mal de produits industriels, parce que ça simplifie le travail des cuisines. Voilà. Donc il y a trop de sel, voilà. Par exemple dans des soupes. Voilà. On va dire aux personnes âgées de bien manger la soupe, parce que la soupe c'est des légumes. En fait, ils vont bouffer trop de sel. Ils vont bouffer trop de sel, ils vont éliminer leur calcium. Voilà. Et donc, on va leur dire, ouais, mais quand on est âgé, l'ostéoporose, c'est un vrai problème, quoi. On va leur dire, ouais, mais c'est parce que vous mangez pas assez de produits laitiers. Ok? Les produits laitiers, voilà, vous allez regarder, dès qu'on passe sur des produits laitiers secs comme les fromages, parce qu'on dit à juste titre qu'il y a beaucoup de calcium dans le fromage, hein. Oui, ok, le parmesan, c'est le fromage où il y a le plus de calcium. C'est aussi le fromage qui est le plus acidifiant. Voilà. Donc on leur dit de manger du fromage, voilà, c'est acidifiant. Je viens de vous dire juste avant que quand c'est trop acidifiant, qu'est-ce que fait le corps? Il va casser de l'os pour réguler dans le sang. Voilà. Et en fait, on tourne à l'envers. On tourne à l'envers simplement parce qu'on a oublié pour ces gens-là qu'un bon potage, c'est un potage qu'on fait nous-mêmes. Et c'est pas quelque chose qu'on achète tout près et qui correspond aux critères du Bliss Point. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un vrai problème avec les personnes âgées. Et puis les personnes âgées, des fois, c'est quand même tôt, voilà, avec des fragilités osseuses liées. Alors, c'est pas d'ostéoporose, au départ, c'est ce qu'on appelle d'ostéopédie. C'est avant l'ostéoporose. Mais il y a une vraie fragilité. Voilà. Alors, petit repère, pour tamponner, enfin, en lien avec le sel et la tension artérielle, parce que ça, effectivement, il faut faire attention, mais quand on a de la tension artérielle, franchement, avant de commencer à prendre des médocs, ouais, prenez du potassium. Voilà. Donc prenez des aliments riches en potassium. Parce que ce qui est important, c'est le ratio entre le sodium et le potassium. Et ce ratio-là, c'est ce qui. Le potassium va tamponner le sodium et va éviter d'avoir des phénomènes de trop de sel qui éliminent le calcium et qui cassent de l'os. Donc voilà. Donc seul le ratio sodium-potassium tamponne l'assimilation du sel. Donc la nécessité avant toute chose, c'est pas de poser la question si j'ai mis trop de sel ou pas, c'est dans mon assiette, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai mangé quotidiennement suffisamment de fruits et légumes frais? Parce que c'est eux qui sont riches en potassium. Voilà. Et là, je ne vous dis pas les cétogènes. Avec ça. Bon. Voilà. Le brin de sel. Vous avez vu l'histoire du sel? Allez, je continue. Ça, c'est la diapo de synthèse. C'est pour vous recaler la tête rapidement, avant de vous permettre de souffler. Voilà, le gras, c'est la vie. Ouais, ça, c'était Kaamelott. Ouais, si vous avez suivi la série. Voilà. Ok, c'est vrai, mais c'est subtil. Et il y a un équilibre à avoir. Et surtout, comprendre cette histoire du Bliss Point. Voilà. Donc c'est subtil et pas sans équilibre, ni avec des aliments qui sont glissés. Voilà. Le sucre, voilà. Sucre et glucides raffinés, c'est surpoids et gras dégradé. Mais et un effort physique sans sucre, c'est la santé qui se casse la gueule. Voilà. Le sel, le problème, ce sont les plats industriels tout près. La solution, c'est plus de fruits et légumes frais. Voilà, c'est une espèce de synthèse qui recale les esprits, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que je vous ai dit, mais les grandes lignes sont là. Voilà.
Voilà, alors c'est vrai qu'il y a aussi, je propose aussi un petit temps de débat. On a déjà débattu pendant que je parlais, donc c'est pas mal. Mais il peut y avoir encore quelques questions, quelques précisions, quelques doutes. Voilà, c'est l'idée.